Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Attendu en Côte d'Ivoire en ce mois d'octobre, Son Altesse la princesse Astrid de Belgique à la tête de la mission économique belge a foulé le sol ivoirien hier après-midi. La délégation a été accueillie au pavillon présidentiel par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'était à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Daniel Kablan-Duncan qui accompagnait plusieurs membres du gouvernement. Thomas Guessandi. 16h moins le quart, heure locale et temps universel. C'est à 7h de ce dimanche 22 octobre que Son Altesse, la princesse Astrid de Belgique, foule le sol ivoirien à la tête d'une forte délégation pour la mission économique belge en Côte d'Ivoire. La deuxième du genre en Afrique. C'est avec empressement donc et beaucoup d'aménité que la mission est accueillie par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement et des têtes couronnées. Au nom de la délégation qui entame ainsi une mission de 5 jours, Didier Reynders, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, lève un coin de voile sur l'agenda de ce rendez-vous. Nous avons vraiment l'intention, pendant ces quelques jours de présence, très intensifs, de faire en sorte que l'on puisse aider les entreprises qui sont déjà ici à se développer et d'autres à prendre pied en Côte d'Ivoire et à travailler avec des partenaires ivoiriens. Donc on a vraiment une mission qui est très concrète, qui est très pratique et qui vise à renforcer les échanges bilatéraux entre nos deux pays. Et ce n'est pas tout, la question de la lutte contre le terrorisme devrait aussi avoir droit de cité. Nous sommes confrontés, en Europe comme en Afrique, en Côte d'Ivoire comme en Belgique, à ce phénomène parfois d'attentats terroristes. Pour lutter contre ce type de phénomène, nous devons surtout échanger de plus en plus d'informations et travailler ensemble, ce que nous allons continuer à faire au cours de ces entretiens et bien entendu dans les mois à venir. À ce jour, la Belgique est le deuxième importateur européen de produits de Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 1 milliard d'euros, soit plus de 600 milliards de francs CFA en 2016. Des bailleurs de fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix ont effectué une visite en Côte d'Ivoire du 16 au 20 octobre dernier à l'initiative du Bureau d'appui pour la consolidation de la paix avec l'appui du Bureau du coordonnateur résident du PNUD et du ministère du Plan et du Développement. L'objectif principal de cette visite était d'évaluer le programme d'appui à la consolidation de la paix dans plusieurs villes et villages, notamment Azaguié, Divo, Bayota et Loguata dans le département de Gagnoa. Au terme de cette visite de terrain, la délégation s'est dite satisfaite des progrès réalisés et appelle les communautés à consolider la paix. Francis Boifou. La méthode d'évaluation du projet de consolidation de la paix entre les allogènes et autochtones d'Azaguié dans la région de l'Agnébi-Tiassa s'apparente à un véritable interrogatoire. Les bailleurs du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix ont voulu, par cette séance de travail, apprécier le niveau de collaboration entre les différentes communautés après les affrontements d'il y a plus de 10 mois. Tout est parti du corridor d'Azaguié entre les commerçantes. Vraiment, il n'y a plus de palabres. Nous parlons, on va à les cérémonies abeilles, les abeilles viennent à nos cérémonies. Vraiment, ça va. On s'attend, les enfants vont aller à l'école en paix. Moi, je peux aller au champ en paix, tout le monde est en paix. La paix également à Divo, Bayota et Loguata, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, après des mois de tension dus aux élections présidentielles et locales. La délégation du système des Nations Unies est allée s'informer sur la stratégie adoptée par les autorités de la région pour réconcilier les populations. C'est que le PNUD et ses partenaires accompagnent l'État dans le processus de réconciliation à travers des projets pilotes. La paix est revenue, les gens se parlent, donc on a amorcé quelque chose. Ça prend du temps et c'est la raison pour laquelle nous disons que malgré les avancées que nous constatons, il va falloir donc consolider, poursuivre ces efforts-là. Le gouvernement a préparé un programme national dont le montant global équivaut à 72 milliards de francs CFA. C'est quand même assez important. Nous sommes en train de voir comment accompagner le gouvernement dans la mobilisation de ressources auprès des partenaires. Les élus locaux appellent à une conjugaison des efforts pour consolider la paix dans les villes et villages. À l'endroit des fonctionnaires, des cadres de cette région qui viennent, qui descendent dans les villages, pour nous aider, le conseil régional seul ne peut pas tout faire. Surtout, faire passer le message de paix.
Éviter l'auto-victimisation. Chacun d'entre nous a perdu quelque chose dans cette crise. Mais c'est de tourner la page et dire que nous devons aller à l'essentiel, être frères et sœurs. Bon, à savoir, le programme d'appui à la consolidation de la paix a permis de réhabiliter des maisons à Loguata, dans le département de Gadioua, de remettre en état des bâtiments à usage de dortoir pour les élèves sous-officiers gendarmes et de favoriser l'établissement d'extraits d'actes de naissance pour 3800 enfants. La NRMP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, vient d'achever ses tournées de formation en région des acteurs de la commande publique. Le thème de ces formations, la gestion des contentieux dans les marchés publics. Des villes du centre, de l'Est et du Sud ont été visitées par les experts de l'ANRMP. Alvora Sakwame. Le district autonome de Yamoussoukro, les départements d'Abangourou, de Dabou et de Grand Bassam ont constitué les 4 dernières étapes de la tournée en région de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics au titre de l'année 2017. En présence des autorités préfectorales et des élus locaux pour cette formation des acteurs de la commande publique autour du thème prévention et gestion des contentieux dans les marchés publics. Lors de ces différentes séances de formation et de partage, les différents intervenants n'ont pas manqué de donner des précisions sur la passation des marchés publics. Le secrétaire général de la NRNP, Kosonou Olivier, s'est apaisanti sur l'analyse des décisions rendues par la NRNP et les règles à respecter dans la passation des marchés publics. Nous sommes venus spécialement pour gérer les cas de contentieux, c'est-à-dire la prévention et la gestion des contentieux. C'est la spécificité de cette session de formation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les contentieux? Quels sont les points importants qu'il faut voir dans le processus de passation des marchés publics? Invité spécial à cette séance de formation à Yamoussoukro, Sa Majesté Nana Désiré Amontanoé, roi d'Enzima de Grand Bassam, président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Pour lui, il est important que les règles qui régissent la passation des marchés publics soient connues par tous les acteurs de la commande publique. Il est important pour nous que nous puissions dire à toutes les populations et à toutes les autorités qui sont des parties contractantes, n'est-ce pas, de ces marchés, qu'il est important, vraiment important, que l'exécution, la passation des marchés se passe dans la transparence afin de favoriser le développement, n'est-ce pas, de notre pays. Le président de la NRNP, Koulibaly Nonkarna, a pour sa part informé les différents acteurs lors de ces tournées sur la primauté du droit appliqué par la NRNP dans les marchés publics. Pour lui, c'est la Côte d'Ivoire dans son ensemble qui connaîtra le développement en pratiquant la bonne gouvernance. Les participants se sont dit satisfaits quant à la qualité des prestations des experts ivoiriens dans les marchés publics. Il y a eu plusieurs intervenants qui nous ont permis de savoir ce qui se passe dans ce vaste budget. Les acteurs de la commande publique des différentes régions de la Côte d'Ivoire, après ces formations menées par la NRNP, sont désormais au parfum des réformes au niveau de la passation des marchés publics. Un mot de transport dans ce journal. Air Côte d'Ivoire vise le ciel français en marge de la 124e Assemblée générale de l'ATAF, l'Association des transports aériens francophones. Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale a signé une convention avec Air France. On en parle avec Francis Boifo. Vous savez, on dit toujours, quand vous voulez aller vite, vous allez seul. Mais quand vous voulez aller loin, il faut aller avec les autres. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire veut voler plus haut par cette signature de convention avec Middle East Airlines et Air France. Ça va permettre à Air France, qui, vous le savez, dessert, entre autres avec ses Airbus 380, depuis la France et en connexion du monde entier à Abidjan, de pouvoir vendre sur l'ensemble du réseau d'Air Côte d'Ivoire, le réseau africain d'Air Côte d'Ivoire, en numéro de valeur France. C'est-à-dire que c'est toute la force commerciale d'Air France dans le monde qui va pouvoir également vendre le réseau d'Air Côte d'Ivoire. Et réciproquement, la possibilité pour Air Côte d'Ivoire de mettre des codes sur le vol Paris à partir d'Abidjan permettra là aussi d'élargir commercialement la surface commerciale d'Air Côte d'Ivoire. La compagnie Air Côte d'Ivoire vise le marché européen et le ciel américain. Nous y travaillons à la desserte américaine. Il est évident que Delta, dans cette même façon-là, viendrait se connecter également. C'était important pour nous, pour Air Côte d'Ivoire, pour l'aéroport d'Abidjan, comme vous le savez, le gouvernement, le président, nous investissons beaucoup dans cet aéroport pour que ce soit vraiment un véritable hub donc pour la sous-région.
Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 20 destinations régionales en Afrique de l'Ouest et du Centre et 5 destinations domestiques. L'ex-Oumé Kokubo Tumodi connaît un état de dégradation très avancé, une véritable inquiétude pour la population de la région qui demande l'aide du gouvernement. Notre reporter Herman Guivet a emprunté cet axe. Son reportage. Axe Oumé Kokumbo Tumodi. Nous franchissons un pont. La vue est tout simplement magnifique. Le pont immédiatement franchi que nous devons nous défaire du plaisir de l'œil pour nous abandonner au constat du reporter. Parce que rattrapé par la profonde agonie d'une route qui crie au plan Marshall. Parler de nid de poule serait un euphémisme. Le bitume a pratiquement disparu en lieu et place des trous béants masqués par des flaques d'eau en saison des pluies escortent le voyageur jusqu'à destination. Nous devons certainement notre salut à l'habileté du conducteur et à la robustesse du véhicule. Un véritable calvaire pour les transporteurs qui témoignent. Il y a trop de trous, ça crée des dégâts. Donc c'est pour cela souvent même, il y a trop de coupés de route sur la route. On veut qu'on n'a qu'à arranger la route pour nous maintenant. Si la route était bonne, par jour, nous pouvons faire 5 voyages. Mais en fonction de l'état de la route, nous ne pouvons pas faire au moins 5 voyages par jour. Nous sommes aujourd'hui 2 voyages par jour. Les commerçantes ne disent pas mieux. Les conducteurs augmentent les prix en fonction de la route, parce que la route est très mauvaise. Pour nous, les commerçants, ça ne nous arrange pas. Donc l'État n'a qu'à nous aider. Véritable calvaire pour les populations. À Oumé, nous n'avons pas de route. Sur toutes les routes, c'est des nids de poules. Et cela favorise les braquages. C'est ainsi qu'aujourd'hui nos populations voyagent, mais avec beaucoup de peur dans le ventre. Une préoccupation qui a trouvé un écho favorable auprès des autorités en charge de l'entretien des routes. Les questions d'eau, les questions de route et les questions d'école, les questions d'emploi sont les préoccupations de nos populations. Et c'est ce à quoi le gouvernement travaille. Les populations, elles, attendent avec impatience qu'une solution soit trouvée à ce problème qui trouble de tous ces troubles leur sommeil. L'actualité internationale en bref pour refermer ce journal. L'OMS fait volte-face et annule la nomination de Robert Mugabe au poste d'ambassadeur de bonne volonté en Afrique pour aider à lutter contre les maladies non transmissibles. Dans un communiqué diffusé dimanche, le directeur général de l'OMS, l'ancien ministre des Affaires étrangères en Éthiopie, Théodros Adhanom Ghebreyesus, explique avoir entendu les inquiétudes de la communauté internationale. Cette nomination a en effet provoqué un tollé généralisé et terni l'image de l'OMS. Une nouvelle affaire pour Sébastien Ajavon. Nous sommes au Bénin après l'affaire de cocaïne dont il a été blanchi en octobre 2016 et le redressement fiscal de plusieurs milliards dont il est l'objet depuis quelques semaines. Le patron du patronat et roi de la volaille, arrivé 3e à la dernière élection présidentielle béninoise, a été inculpé vendredi par le tribunal de première instance de Cotonou pour faux usage de faux et escroquerie. Inculpation notifiée par un juge. Inculpé mais pas inquiété pour l'instant. Ajavon, Sébastien à Livre et même en voyage. C'est une victoire importante pour le président libéral Mauricio Macri. Dimanche 22 octobre, hier donc, les Argentins ont largement approuvé sa gestion lors d'élections législatives partielles. Son parti Cambiemos obtient 41% des voix au niveau national, soit 13 provinces sur 24, mais n'a pas la majorité au Parlement. La soirée a aussi été marquée par le retour en politique de Cristina Kirchner. L'ex-présidente est élue sénatrice de la province de Buenos Aires avec environ 37% des voix selon les premiers résultats. Et puis, pour terminer, les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis d'Amérique ont annoncé avoir pris dimanche 22 octobre le contrôle du plus grand gisement pétrolier de Syrie dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI.